Le prochain module qu'on va toucher, c'est celui sur l'évaluation et la gestion du rendement. On va d'abord commencer par parler du contexte d'évaluation, parce que comme on va voir, pour qu'une évaluation du rendement soit efficace, c'est important que le contexte qui est en place, donc, fonctionne. Si on regarde au niveau des statistiques, il y a eu un sondage qui a été fait par Denis Morin de l'Université du Québec à Montréal qui se spécialise dans l'évaluation du rendement. Donc, et ce qui s'est aperçu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui éprouvaient des difficultés par rapport au système d'évaluation dans son ensemble. Ici, je vais vous laisser regarder les statistiques, mais dans le fond, on peut voir, par exemple, que 70% des gens trouvent que les normes de performance ne sont pas définies, que 80% ne voient pas le lien entre la performance et les récompenses qui leur sont données. D'autres statistiques, c'est que 80% vont dire que les définitions sont différentes entre les employés et les supérieurs immédiats et les normes de rendement. 50% croient que les employés n'ont pas confiance aux évaluations faites. Donc, généralement, les sondages indiquent que les processus, les programmes d'évaluation du rendement, ce sont des programmes qui sont souvent mal reçus et pas nécessairement bien gérés. Une des raisons pour ça, c'est que lorsqu'on veut mettre en place un système d'évaluation du rendement, il y a vraiment beaucoup de variables qui sont en jeu. Et puis, en fond, c'est ça qui est, je dirais, l'élément crucial qui fait en sorte que c'est si difficile d'avoir un bon système d'évaluation du rendement. Alors, si on regarde les comportements individuels, c'est-à-dire le rendement au travail ici, le rendement au travail, lui, va être affecté par beaucoup de variables. On l'a déjà vu dans d'autres modules, notamment les habiletés et les aptitudes. Alors donc, les gens vont arriver au monde avec une certaine quantité d'aptitudes, d'intelligence, etc. Et en fonction du travail, bien, ces demandes-là sur les personnes qui sont, en termes de leurs habiletés pour faire face aux difficultés du travail, faire en sorte que si tu as des différences entre les gens, bien, les gens vont justement avoir des performances qui sont différentes. Les antécédents professionnels, les gens qui ont plus d'ancienneté, les gens qui ont plus d'expérience, ont plus de chances d'avoir un meilleur rendement que les gens qui ont moins d'expérience ou moins d'ancienneté. Même chose au niveau du niveau de scolarité. Les variables démographiques, l'âge, le sexe peut aussi avoir un effet dépendant du type d'emploi qui est demandé. Pour les variables organisationnelles, ça aussi, il y a beaucoup d'enjeux là-dedans. C'est-à-dire qu'une personne peut ou non donner le rendement qui est requis dans son emploi, mais en fonction d'un certain nombre de caractéristiques ou de choses qu'on va lui donner. Par exemple, les ressources qui sont disponibles, le type de leadership dans lequel elle fonctionne, le système de récompense, la structure de l'organisation, la conception des tâches, puis on va en voir d'autres un petit peu plus tard, qui font partie du contexte de l'environnement, puis qui font en sorte que deux personnes avec exactement le même potentiel, avec exactement le même background, vont avoir des rendements différents parce que justement, on ne leur offre pas nécessairement les mêmes moyens pour faire face aux tâches qu'ils ont à faire. Si on regarde au niveau des variables psychologiques, bien là, on parle des différentes attitudes, on l'a vu à un autre cours, la personnalité, l'apprentissage que les gens y ont fait, leur motivation. Donc, il y a plein de facteurs qui, ensemble, vont déterminer si oui ou non la personne va avoir un bon rendement à l'emploi. Pour mettre en place un système d'évaluation du rendement qui fonctionne bien, la première chose à faire, c'est d'articuler la stratégie organisationnelle. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on cherche? Comment est-ce qu'on veut le faire? Qui va être impliqué? Comment est-ce que ce système-là d'évaluation du rendement va être relié à d'autres types de systèmes, genre soit la rémunération, c'est possible, ou les objectifs généraux stratégiques qui sont recherchés par l'organisation. Donc, dans un premier temps, il y a ça qui doit être défini. Dans un deuxième temps, il faut identifier les facteurs critiques de succès. Ce n'est pas juste de dire j'ai des objectifs. En même temps, il faut dire qu'est-ce qui va contribuer à la possibilité que je puisse atteindre ces objectifs-là du point de vue de l'employé, mais également tous les critères de succès qui tournent autour de la politique d'évaluation, autour de la façon dont les gens vont évaluer, donc les superviseurs, est-ce qu'ils sont bien formés, est-ce qu'ils sont en position de bien connaître le comportement de leurs gens. Ça arrive des fois que les superviseurs ne travaillent pas sur une base quotidienne avec les employés, donc ils ont peut-être plus de difficultés à les évaluer. Tu as donc un certain nombre de caractéristiques ou de critères de succès qui vont faire en sorte que ça va fonctionner ou ça ne fonctionnera pas.
Un coup qu'on a ça, donc on sait où on s'en va, un coup qu'on sait quelles sont les conditions qui doivent être mises en place, la prochaine question, c'est comment est-ce qu'on va le mesurer. Et là, on va le voir dans le cadre du présent module, qu'il y a différentes façons d'évaluer le rendement. Donc, il faut les choisir, ces mesures-là, mais également, dans certains cas, les développer. Donc, s'assurer qu'elles vont répondre au contexte particulier dans lequel ça s'inscrit. L'imputabilité pour les résultats. Alors donc, qui est imputable des résultats? Qui, finalement, en termes d'évaluation du rendement, doit prendre les décisions qui sont finales, doit également les défendre si ces décisions-là sont à défendre? Fait que ça aussi, ça fait partie des décisions qui doivent être prises au départ pour s'assurer que ça va fonctionner. Après ça, il faut aligner. Il faut aligner le tout à la structure organisationnelle, au système organisationnel, aux compétences, au système de gestion, au style de gestion. Fait que finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système d'évaluation du rendement ne doit pas être quelque chose qui est fait en isolation. Si on évalue le rendement des gens, c'est parce que ça doit être relié à d'autres éléments. Et ça, la mécanique, comment est-ce qu'on peut s'assurer que cet alignement-là soit fait de façon correcte. Et finalement, si on regarde tout ça, ce qu'on recherche, c'est d'avoir un avantage concurrentiel. On l'a vu dans d'autres cours, notamment lorsqu'on a parlé de l'engagement des employés. Le fait d'avoir une main-d'œuvre ou des gens qui sont plus compétents devrait normalement amener un meilleur rendement et ça, normalement, ça va aussi amener un avantage concurrentiel. OK, quelles sont les conditions de succès? Il y en a vraiment beaucoup qui vont faire en sorte, donc on en a nommé quelques-unes, mais qui vont faire en sorte que le système d'évaluation du rendement va fonctionner ou ne fonctionnera pas. Puis en même temps que c'est des conditions de succès, on peut aussi dire que c'est des conditions d'échec. C'est-à-dire, si tu les rencontres, ça va bien. Si tu ne les rencontres pas, ce sont tous des raisons pour lesquelles certains systèmes d'évaluation du rendement, et même dans plusieurs cas, un grand nombre de systèmes d'évaluation du rendement ne fonctionneront pas. Alors, dans les conditions de succès, premièrement, il faut partir de la mission, de la stratégie, on l'a vu, identifier les objectifs à atteindre. Mais un coup que tu as ça, il faut que tu communiques les attentes aux subordonnés. Il faut que les gens sachent qu'est-ce qu'on attend d'eux, si on va être en mesure de vérifier s'ils l'ont atteint ou non. Parce que si les gens ne le savent pas, à ce moment-là, il y a des risques qu'ils vont travailler, des fois très bien, mais sans savoir ce qui est recherché dans leur cas. Il faut établir un plan d'action par employé. Fait que non seulement tu établis c'est quoi ces objectifs, non seulement tu dois les communiquer, mais en même temps, avec l'employé, tu dois dire comment est-ce qu'on peut y arriver. Parce que si tu les laisses, chacun des employés, déterminer la façon de les atteindre, ce qui risque d'arriver, c'est que peut-être le plan ne sera pas 100% adéquat. Il faut faire le suivi de la performance, évaluer les réalisations et une fois que tout ça c'est fait, faire une entrevue d'évaluation. C'est-à-dire que suite à l'évaluation du rendement, normalement, on devrait rencontrer l'employé et lui indiquer les choses qu'il a bien faites et les choses qu'il a moins bien faites. Finalement, il faut adapter la GRH parce que une fois qu'on a évalué les gens puis qu'on s'est positionné sur il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent moins bien, il faut être en mesure de dire comment est-ce que je peux aider les gens, surtout dans le cas où ils peuvent éprouver de certaines difficultés. Alors, donc, tous les processus de formation, la carrière, donc les gens qui ont bien fait les choses, par exemple, au niveau de leur rendement une année, comment est-ce que je peux les amener à aller un petit peu plus loin, puis quelles sont les perspectives d'avancement dans l'organisation. Puis finalement, ce qu'il faut essayer de faire, c'est que le système soit créé pour développer, motiver et reconnaître les employés. Fait que, il y a plusieurs systèmes d'évaluation du rendement qui peuvent avoir différents objectifs. Parmi les objectifs qu'on a, tu as l'objectif de dire, je vais l'utiliser pour fin administrative, c'est-à-dire je prends des décisions sur la base de ça. Mettons, est-ce que les gens vont avoir une augmentation de salaire ou non? Est-ce qu'ils vont recevoir un bonus ou non? Alors ça, c'est une décision administrative. Le fait de pouvoir avancer dans l'organisation, donc d'obtenir une promotion, des fois peut être conditionnel au fait que les gens ont eu un bon rendement en emploi. Alors ça aussi, c'est une fonction qui est administrative. Mais en même temps, dans les fonctions, tu as les fonctions qui sont plus personnelles, individuelles, qui visent à aider les gens à être en mesure de s'améliorer et de progresser dans leur carrière. Fait que lorsqu'on détermine notre système d'évaluation, il faut s'assurer de bien décider ce à quoi on veut que le système réponde en premier. Parce que les systèmes qui visent à la fois une fonction administrative, donc prise de décision,
et à la fois une fonction plus de développement des employés, habituellement, ça ne marche pas. Parce que dans les deux cas, tu peux avoir finalement des finalités qui sont très différentes. Toujours dans les conditions de succès, on va voir plusieurs groupes je dirais, de conditions qui déterminent si oui ou non le système va fonctionner. Le premier, c'est par rapport au comportement de l'évaluateur. Si on veut que le système fonctionne bien, on doit absolument avoir des évaluateurs qui ont un bon comportement, c'est-à-dire qui vont préciser leurs évaluations, pas juste donner des notes, également dire pourquoi est-ce que ces notes-là ont été obtenues. Il faut qu'il y ait une évaluation qui soit faite sans biais, et non seulement les biais personnels, mais également, on les a vus, les erreurs d'évaluation, les biais d'évaluation. On en a parlé lorsqu'on a parlé des entrevues il y a quelques cours. Donc, il y a les mêmes biais qu'on observait, c'est-à-dire tendance centrale, la clémence, la sévérité. Ce sont tous des biais qui vont avoir un impact direct, non seulement au moment de la dotation, mais également au moment de l'évaluation du rendement. Donc, essayer d'éliminer au plus possible ces biais-là, offrir une bonne rétroaction, puis faire participer l'employé au processus. Ce sont tous des comportements qui sont conditionnels à une bonne évaluation du rendement, mais ça, c'est du point de vue du superviseur. Deuxième classe de comportement ou de conditions, ce sont les comportements du subordonné. Pour que ça fonctionne, tu n'as pas seulement le superviseur qui doit avoir un comportement approprié, il faut également que l'employé. Donc, c'est un peu, je dirais, un prérequis, une prémisse qu'on se donne dans l'utilisation des systèmes d'évaluation du rendement. C'est-à-dire que ce qu'on aimerait, c'est que les employés fassent une auto-évaluation de leur propre rendement et soient capables, eux, d'accepter le feedback de l'évaluation, puis ensuite de ça, partir de là pour se développer, de telle façon que ça va favoriser leur carrière. Ce n'est pas une condition qui est facile à atteindre parce que la plupart des employés, lorsqu'ils reçoivent dans le cadre de leur évaluation une critique ou un élément à développer, c'est souvent perçu de façon négative et habituellement pas perçu de façon à dire que c'est quelque chose pour m'aider. Et ça, c'est d'autant plus vrai dans le cas des évaluations du rendement qui vont utiliser les données pour prendre des décisions administratives. Troisième type de conditions de succès, c'est tout ce qui a rapport avec les aspects administratifs. Il faut que ça soit bien défini. Il faut que le système d'évaluation du rendement soit clair pour tout le monde. Il faut que les formulaires soient simples. Il faut que les évaluateurs aient l'opportunité d'observer les évalués. Il faut que les évaluateurs soient formés, parce qu'on l'a vu, pour éviter les erreurs d'évaluation notamment, c'est par le biais de la formation qu'on va essayer de diminuer ça au maximum. Puis, dans l'ensemble, que les utilisateurs aient confiance dans le système d'évaluation. Alors, il y en a d'autres, je vous laisse en prendre connaissance, mais c'est sûr que pour qu'un système fonctionne bien, il faut que généralement, tous les critères, tous les mécanismes qui sont en jeu soient bien définis. Quatrièmement, on veut que le système d'évaluation respecte des principes de justice. Et là, il y en a 3 types de justice qui sont importantes. La première, c'est la justice procédurale. Justice procédurale, c'est que du point de vue des employés, les gens doivent avoir l'impression que le système est juste dans son ensemble. Qu'il le soit pas, habituellement, ça va avoir un impact sur la perception, mais dans un premier temps, ce qui est essentiel, c'est que cette perception-là soit positive. Fait que dans le fond, il faut que les gens y aient la possibilité de participer. Il faut que tu aies de la documentation qui va justifier les évaluations qui ont été faites. Il faut qu'ils soient en mesure de reviser les résultats. Il faut que l'application des normes soit uniforme. Donc, quand toi, tu es évalué, puis on te dit, par exemple, tu ne respectes pas tel élément, il faut que les autres personnes qui ne le respectent pas dans l'entourage, et habituellement, on a quand même comme employé une certaine idée que ça peut arriver, puis à qui ça va arriver. Si on est critiqué pour ça, il faut que les autres personnes qui partagent cet élément-là soient également critiquées. Deuxième type de justice, c'est la justice distributive. Fait que dans le fond, il faut que les conséquences de l'évaluation soient claires pour tout le monde. Si, par exemple, c'est associé à un bonus, il y a plusieurs systèmes d'évaluation du rendement qui vont être associés à justement l'octroi des bonus à la fin de l'année. Dans ce type, lorsqu'on va parler de la rémunération, on va en reparler. Mais essentiellement, dans ces programmes-là, les bonus ne seront pas donnés à tout le monde. Ils vont être donnés à une proportion des gens. Ça peut être 10 15 25 de l'ensemble des employés ou d'un groupe d'employés.
Mais pour obtenir ça, donc pour être dans ce groupe select-là, il faut que tu sois évalué. Et là, tu vas être évalué sur un certain nombre de critères. Il y en a qui sont des critères objectifs, du genre la quantité de ventes que tu as faites, mais souvent, c'est basé sur une évaluation du rendement, donc les résultats de l'évaluation du rendement. Et donc, il faut que ça soit clair dès le départ, dès le début de l'évaluation, pour que les employés puissent avoir les comportements en conséquence. Finalement, tu as la justice interpersonnelle. Fait que la justice interpersonnelle, c'est plus que le système devrait essayer de protéger au maximum l'estime de soi des employés. Donc, on essaie de protéger les intérêts et les besoins des employés. On essaie d'être honnête, d'être éthique, d'être rigoureux, d'être pertinent. Fait que donc, c'est aussi une perception, mais en même temps, c'est une façon de faire les choses. Il faut que tu aies une volonté de la part de la gestion que l'ensemble du processus soit juste et équitable pour tout le monde. Finalement, le dernier aspect, c'est qu'il faut que le système d'évaluation du rendement, et ça c'est plus comme une conclusion, soit perçu de façon équitable. Donc, on parlait de la justice, mais pour l'ensemble des autres éléments, si tous les éléments sont mis en place, bien, de façon globale, les employés vont considérer que c'est juste. Et pour ça, bien, il faut habituellement qu'ils soient consultés. Il faut que ça soit uniforme. Il faut que les critères soient pertinents à l'emploi, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors donc, lorsqu'on parlait au début de bien comprendre qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'on va évaluer, bien, ça, c'est un des éléments les plus importants, donc d'assurer que les critères qui sont évalués soient pertinents. Que les évaluateurs connaissent bien le rendement de l'employé, ce qui n'est pas toujours le cas. Lorsque les employés travaillent à distance, par exemple, bien, le superviseur n'est pas toujours au fait de ce que chacun des employés va faire. Puis, il faut qu'il y ait une procédure d'appel en place. Ça, c'est le mieux, parce que dans certains cas, il peut y avoir des problèmes au niveau des interrelations entre les superviseurs et les employés. Bien, il faut que tu aies une procédure d'appel qui permette aux gens de dire, pas juste de se retourner vers leur superviseur, mais qu'il y ait une troisième personne ou un groupe, par exemple, ou un comité, qui soit en mesure de recevoir ces plaintes-là. Quels sont les aspects politiques qui sont associés à l'évaluation du rendement? Bon, il y en a plusieurs, puis ce qu'on va voir, c'est que non seulement il y a des aspects politiques qui sont associés, mais également, il risque d'y avoir des déformations dans les évaluations à cause de ces aspects politiques-là. Si on regarde, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'évaluation, il y a des postulats de base qui doivent être respectés si on veut que l'évaluation soit faite de façon valide, si on veut qu'elle soit faite de façon juste et équitable. Donc, premièrement, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que les gestionnaires sont prêts à sacrifier délibérément la précision d'évaluation si cette action-là va leur bénéficier. Puis on va voir tantôt comment est-ce que ça peut leur bénéficier. Les évaluateurs ne désirent pas que la précision d'évaluation interfère avec la motivation et l'amélioration de la performance des subordonnés. Ça, c'est un aspect qui est majeur. C'est-à-dire que comme évaluateur, tu peux être en position de dire à ton employé que bien, finalement, ça ne va pas tellement bien. Sauf que tu te dis que si tu fais ça, ça va avoir un impact direct sur sa motivation. Et cette personne-là, dans le fond, pourrait se retourner puis avoir une performance qui est inférieure simplement parce qu'on lui a donné un rendement où on l'a évalué comme ayant un rendement qui est négatif. Le contexte politique également va contribuer à définir deux formes d'évaluation. Tu as d'une part le jugement personnel de l'évaluateur, c'est-à-dire ce que le superviseur pense de l'employé, et tu vas avoir le jugement qui, lui, va être basé plus de l'évaluation publique, c'est-à-dire que c'est le résultat qu'il va donner et il n'y a pas toujours une concordance entre les deux. Il y a des superviseurs qui vont dire « lui, il est très, très bon, mais je n'y ai pas donné une trop bonne note. » Pourquoi? Parce que les attentes sont que dans notre organisation, les notes se situent aux alentours, mettons, je ne sais pas moi, de 7 ou de 8 sur 10, même si dans le fond, la personne a un 10. Ou tu vas avoir à l'inverse, quelqu'un qui va dire « Bien, écoute, moi, je pense que cet employé-là, il est plus ou moins bon en termes de performance. J'aurais normalement donné un 3 puis un 4. Mais pour éviter les problèmes, je vais lui donner un 6 ou un 7 ou un 8 même dans certains cas. Les aspects politiques, il y en a plusieurs. Premièrement, les nombreuses finalités d'évaluation du rendement. Alors, on a parlé soit les aspects administratifs ou soit les besoins en développement personnel. Fait en sorte que si tu veux développer les gens, tu ne veux pas les bloquer non plus au niveau de leur carrière. Fait que donc, ces deux finalités-là ne fonctionnent pas nécessairement ensemble, ce qui fait que le résultat final que tu vas donner ne reflètera pas nécessairement le rendement, mais refléter ces deux contraintes-là qu'on essaie de mettre ensemble.
Les récompenses sont limitées. On le sait que, surtout dans un système qui va avoir un impact sur les récompenses des gens, ça peut prendre toutes sortes de formes, notamment la paye, les bonus, les promotions. Mais étant donné qu'il y en a un nombre limité, il faut que tu fasses attention, puis si tu privilégies une personne plutôt qu'un autre, tu sais quelles sont les conséquences. Donc, les superviseurs peuvent avoir de la difficulté avec ça. La longévité du système d'évaluation du rendement. Y es-tu vieux? Y es-tu jeune? Il vient juste d'être mis en place? Est-ce qu'il a évolué avec le temps ou non? Ça fait en sorte que certains systèmes sont utilisés depuis de nombreuses années, sauf qu'ils sont rendus caducs. C'est juste qu'on les utilise parce que, bon, on est habitué à les utiliser, puis on n'a pas vraiment d'outils de rechange pour pouvoir en utiliser un autre. On n'a pas vraiment de contrôle sur l'efficacité des systèmes d'évaluation. Ça serait bien si on était capable d'évaluer, est-ce que ça me donne quelque chose? Est-ce que ça me rapporte quelque chose? On l'a vu dans d'autres systèmes, notamment sur les sondages d'engagement ou sur la dotation, on est capable de chiffrer les conséquences des actions qui sont posées. Dans le cas de l'évaluation du rendement, on n'est pas encore rendu là. Ce qui fait en sorte que c'est difficile de dire, bien, ça marche, ça ne marche pas, parce qu'on n'a pas comme de critère final qui te permet de dire si le système il a bien marché ou s'il ne marchera pas. Tu as généralement tout le manque d'ouverture et de confiance entre les gestionnaires puis les employés. Puis, les gestionnaires ne valorisent pas nécessairement ce système-là. Alors, ce sont tous des raisons qui peuvent faire en sorte que les aspects politiques vont jouer dans les notes qui sont données dans un système d'évaluation du rendement. Fait que quand on regarde la distorsion, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui peuvent jouer, qui vont faire en sorte que le score n'est pas nécessairement représentatif de ce que l'employé a fait. Le sentiment affectif à l'égard de l'employé, tu sais, entre les superviseurs et les employés, tu as comme une relation humaine qui est établie, mais ça se peut que la relation humaine fasse en sorte que les superviseurs disent, bien, je me sentais pas bien d'évaluer négativement un employé parce que je m'entends bien avec, même si cette personne-là n'a pas nécessairement un bon rendement. Inconfort à fournir de la rétroaction. Si tu donnes une mauvaise note, il faut que tu en parles. Il faut que tu dises pourquoi, puis il faut que tu sois capable de te dire, bien, je vais rencontrer l'employé, puis en rencontrant l'employé, bien, il va falloir que je dise que ça ne fonctionne pas. Les habiletés des évaluateurs, il y en a qui sont meilleurs, il y en a qui sont moins bons là-dedans. Il y en a qui sont bons pour faire de l'évaluation, de dire calmement, de dire poliment, mais factuellement ce que les gens y ont fait. Puis il y en a d'autres qui ont beaucoup de difficultés personnellement, soit à dire des compliments ou soit à donner des critiques aux gens. L'expérience avec le système d'évaluation, c'est la première fois que tu donnes un feedback, mais tu n'es pas aussi bien équipé que si ça fait plusieurs fois que tu le fais. Est-ce qu'il existe des normes de performance? C'est important parce que lorsque tu détermines la note des gens, l'évaluation que tu en fais, bien, c'est par rapport à quoi? Est-ce que tes propres critères à toi personnels? Si c'est le cas, bien, tout le monde a des critères différents. Donc, ça te fait une évaluation qui va dépendre de qui évalue, alors que si tu as des critères objectifs qui sont bien précisés pour l'ensemble des personnes, bien là, tu vas avoir une évaluation qui est plus valide, qui est plus constante d'une personne à l'autre. Puis finalement, le climat de l'évaluation du rendement, ça c'est plus organisationnel. Dans certaines organisations, c'est lourd, c'est vu négativement. Dans d'autres, c'est vu positivement. Ça va dépendre de comment est-ce que c'est mis en place, mais ça va avoir un impact sur les notes qui vont être données. Regardons maintenant les méthodes d'évaluation. Fait que je vais vous donner les méthodes d'évaluation qui sont les plus connues. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais celles-là sont documentées et on a une bonne idée de comment ça fonctionne. Je n'entrerai pas dans tous les détails, je vais plutôt vous laisser le soin de lire ce qu'on a sur les différentes acétates, mais en même temps, je vais quand même les commenter pour vous dire en quoi ça consiste puis quels sont les positifs, les avantages et les désavantages de chacune de ces méthodes-là. La première, qui est probablement la méthode la plus utilisée, c'est les formulaires d'évaluation. Et dans ce cas-là, ce qu'on va avoir dans le formulaire, c'est une série de critères. Ça peut être des qualités des gens. Est-ce que les gens y ont démontré du leadership? Est-ce qu'ils sont organisés? Est-ce qu'ils ont démontré de l'initiative? Bon, etc., etc. Ou ça peut être des comportements. Donc, la personne, mettons, au cours de la dernière année, a proposé des nouvelles façons de faire, par exemple, au niveau des politiques de l'organisation. Alors, c'est plus un comportement plutôt qu'une caractéristique de la personne. Mais ces caractéristiques-là, autant que possible, qui sont reliées aux compétences requises pour l'emploi, mais ces caractéristiques-là, ce qu'on demande aux gens, c'est de dire où est-ce que la personne se situe. Si tu fort, si tu pas fort, si tu moyen.
pour faire ça, il va y avoir des échelles qui vont être présentées, puis là, ça peut prendre toutes les formes possibles et inimaginables. Il y en a qui sont très simples, genre inférieur à ce qui était attendu, conforme ou supérieur. Il y a des échelles en 5 points, des échelles en 7 points, des échelles en 6 points. Bon, en autant que c'est standardisé, ça va aider. Et tu peux en avoir qui sont même un petit peu plus complexes, du genre rendement exceptionnel qui dépasse d'une façon remarquable et continue les exigences de la fonction, jusqu'en bas, rendement insuffisant. Fait que donc, ce qui est important dans ce cas-ci, c'est que l'échelle soit claire. Si on utilise des comportements plutôt que des qualificatifs, je vous ai donné quelques exemples ici. Bon, esprit de synthèse dont il fait preuve dans l'étude des problèmes, collaboration manifestée au travail, etc., etc. Fait que donc, dans ce cas-ci, on n'est pas tant au niveau des qualités, mais au niveau des comportements. C'est les échelles qui sont les plus utilisées. En même temps, c'est les échelles qui ont probablement le plus faible fidélité. Fidélité, ici, j'entends que, étant donné que c'est juste des critères avec une note de 1 jusqu'à 5, c'est très difficile de s'assurer qu'il y a de la cohérence entre les évaluations qui sont faites entre chacun des évaluateurs et même pour chacun des évaluateurs avec chacun des employés. Parce que ce n'est pas très, très structuré, ce qui fait que ça laisse beaucoup au jugement, puis ça laisse beaucoup de marge de manœuvre, et en faisant ça, bien, ça fait en sorte que c'est moins précis en termes d'évaluation. Il y a donc des gens qui se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des échelles, mais on va les documenter plus. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle les échelles BARS. BARS, c'est un acronyme pour Behavioral Anchored Rating Scale, c'est un mot anglais, mais qui dit que c'est une échelle, mais sur laquelle, plutôt qu'avoir juste des termes qui expliquent où est-ce que les gens se situent, on va avoir des exemples de comportements. Parce que les chercheurs, puis les praticiens qui utilisent cette approche-là se sont dit, c'est plus facile de coter les gens si je suis capable de dire, ah, voici tel comportement. Oui, il l'a fait ou non, il ne l'a pas fait. Et dans cette échelle-là, si tu en as plusieurs, puis la plupart des comportements, mettons, sont positifs, bien, tu te dis, cette personne-là va avoir un 5 sur 5. Et s'ils sont plus moyens ou ça se répartit entre les différentes échelles, 1, 2, 3, 4, 5, bien là, tu vas dire, OK, bien finalement, il y a 2 comportements qui sont dans le 5, il y en a 2 qui sont dans le 3, puis il y en a 2 qui sont dans le 1. OK, bien je vais lui donner un 3 au final. Mais l'idée derrière, c'est que c'est des comportements. Puis comment tu fais ça? C'est que, bien, dans un premier temps, évidemment, tu vas établir c'est quoi les compétences. Puis là, pour chaque compétence, tu vas avoir des groupes de travail. Puis les groupes de travail vont s'asseoir autour d'une table, puis ils vont dire, bien, mettons, la capacité à organiser son travail. Bon, fine. Donnez-moi des exemples de quelqu'un qui le fait bien, de quelqu'un qui le fait moyennement bien, puis de quelqu'un qui a de la misère à faire l'organisation du travail. Ça se traduit comment, ça? C'est quoi les comportements observables? Donnez-moi des exemples de situations que vous avez observées dans le passé. Et c'est à partir de là qu'on va être capable de dire, bien, un comportement de 5 sur l'échelle de savoir organiser les choses, bien, voici des comportements qui illustrent ça. Et là, par la suite, ça va nous donner ces échelles-là qu'on va être en mesure d'utiliser dans un deuxième temps. Alors ça, c'est un exemple ici, c'est plutôt simple, là, mais par exemple, un code de 5, ça va être le superviseur présente un nouveau projet à un employé. Celui-ci démontre immédiatement son enthousiasme et exprime le désir d'être inclus dans sa réalisation. Bon, ça pourrait être une échelle qui mesure l'initiative. Alors, donc ça, c'est bien. C'est un exemple, mais dans une échelle BARS, tu vas avoir 5, 6, 7 exemples de comportements qui reflètent un niveau 5. Même chose pour un niveau 3, puis même chose pour un niveau 1. L'avantage de ces échelles-là, c'est que c'est basé sur des comportements. C'est plus précis que les échelles de notation qu'on a vues parce que ça structure mieux où est-ce que les gens se situent. Des avantages, évidemment, c'est que c'est super long à développer ces échelles-là. Puis en plus, bien, les comportements, ça peut changer avec le temps parce que la nature du travail change, le contexte change. Et donc, si tu veux les maintenir à jour, il faut t'assurer que chacun des comportements que tu retrouves dans les échelles soit représentatif parce que sinon, bien, ça devient caduc puis les gens ils ont de la difficulté à croire à ces échelles-là. Prochain type d'évaluation qu'on voit souvent, c'est ces évaluations 360. Et comme le nom le dit, bien, 360, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont évaluer le subordonné. On le voit surtout avec les cadres, c'est surtout eux qui vont faire ce type d'évaluation-là. Et c'est la plupart du temps utilisé dans une perspective de développement.
ou prendre une photographie d'où est-ce que la personne se situe en termes de compétences, puis les permettre de se développer par la suite. Parce qu'en ayant une vision de plusieurs personnes en même temps, bien, c'est plus facile de voir s'il y a des consensus sur certains éléments ou s'il y a des différences, puis là, essayer d'expliquer ces différences-là. Mais dans un processus d'évaluation 360, la première chose qu'on va regarder, c'est l'auto-évaluation. Fait qu'on va demander à chacun des employés de s'auto-évaluer, donc de le faire le mieux possible. Évidemment, la plupart du temps, ce qu'on observe, c'est que ce sont des évaluations qui sont plutôt indulgentes, donc les gens ont tendance à se donner des meilleures évaluations. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu compares l'auto-évaluation de la personne puis ce que les autres en pensent. Souvent, tu vas avoir une certaine forme ça va être assez représentatif. Donc, souvent, les faiblesses que chaque personne va identifier pour elle-même, c'est aussi les faiblesses qui vont être vues ailleurs. Mais dans certains cas, ce n'est pas ce qu'on voit. Il y a des faiblesses que pour certaines personnes qui sont vues comme des forces par les autres. On voit souvent ça chez les gens qui ont tendance à être très analytiques, qui ont tendance à être très autocritiques. Donc, ils ne se pensent pas si bons ou si bonnes que ça. Mais les autres perçoivent leur potentiel. Mais vous allez avoir l'inverse, les gens qui pensent qu'ils sont bien bons dans un secteur, mais finalement, les autres vont dire que ce n'est pas si extraordinaire que ça. Tu vas avoir l'évaluation par les collègues, qui est aussi intéressante. L'évaluation par les collègues est très reliée à l'évaluation qui est faite par les superviseurs, parce que les deux connaissent assez bien la personne, fait que ça va se refléter. C'est intéressant, sauf que faut faire attention parce que ça peut créer un mauvais climat de travail. Si les évaluations que tu reçois disent que tes collègues pensent que tu n'es pas bon, bien, c'est sûr que ça n'aidera pas le climat de travail. S'ils pensent que tu es bon, ça va être correct, mais il va falloir que ça s'applique à tout le monde. Et ça peut faire en sorte que ça peut créer finalement une espèce d'incertitude ou le fait que les gens, comme ils ne savent pas qui exactement a donné les commentaires négatifs ou positifs, ça peut créer une espèce d'environnement paranoïaque parce que tu te dis, mon Dieu, qui est-ce qui pense ça de moi? L'autre chose, c'est que c'est une très mauvaise approche lorsque les évaluations du rendement sont utilisées comme prise de décision, notamment pour décider qu'il va y avoir une promotion, parce que là, tu es comme en conflit d'intérêts. Si tu donnes une trop bonne évaluation à ton collègue, bien, c'est comme toi, ça te donne moins de chances d'avoir la promotion. Et donc, habituellement, on va éviter de tenir compte des collègues lorsqu'il y a des décisions administratives qui y sont associées. Tu vas avoir les subordonnés. Dans ce cas-là, c'est aussi intéressant. Ce qui est important lorsque tu utilises l'évaluation des subordonnés par rapport au rendement, c'est de s'assurer que cette évaluation-là tienne seulement compte des éléments dont les employés sont connaissants. Et donc, essentiellement, c'est le leadership. Fait que c'est bien de demander aux employés jusqu'à quel point votre superviseur, votre gestionnaire a démontré le leadership requis pour l'emploi. Et on ne devrait pas poser des questions du genre qui sont reliées à la gestion du budget, au contrôle, à la prise de décision, etc. Parce que souvent, les subordonnés n'ont pas toutes les informations nécessaires pour juger si c'est bien fait ou pas bien fait. Parce que des fois, ils peuvent voir « Ah, le superviseur a pris telle décision ». Peut-être, mais c'est peut-être le boss de votre superviseur qui a demandé que cette décision-là soit prise. Et donc, les subordonnés ne sont pas en position d'avoir toutes les informations pour avoir un jugement éclairé par rapport à ça. Finalement, au niveau des clients, au niveau des clients, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que les clients, donc ça peut être des clients internes ou ça peut être des clients externes, sont dans une situation qui leur permet de dire « j'ai reçu un bon service ou un mauvais service. Lorsque je suis rentré en relation avec la personne, est-ce que la relation était positive, la relation était négative, etc. » Fait qu'encore là, de la même façon qu'avec les subordonnés, on va poser des questions aux clients, mais l'important, c'est de poser des questions qui sont en rapport avec la relation qu'ils ont. Tu ne demanderas pas des questions au superviseur par rapport à ce superviseur-là, mettons sur ses capacités de leadership ou sa capacité de gérer le budget, etc., parce que le client, lui, n'est pas dans cette relation-là. Le client va avoir quelque chose à dire par rapport au service qu'il reçoit. Un autre système qui est fréquemment utilisé, c'est ce qu'on appelle la gestion par objectif. La gestion par objectif, essentiellement, ce que ça dit, c'est que plutôt que d'y aller avec les comportements ou d'aller avec des caractéristiques des gens, comme on l'a vu par exemple sur les échelles de notation, on va y aller avec des objectifs qui sont fixés, ce qui est très louable. Mais ça aussi, ça présente un certain nombre de difficultés.
Dans un premier temps, ce qui est important pour les objectifs, c'est qu'ils remplissent tous les critères que vous avez sûrement entendus ailleurs. Il faut que les critères soient clairs, il faut qu'ils soient stimulants, il faut qu'ils soient difficiles à atteindre, il faut qu'ils soient conformes aux objectifs de l'entreprise. Fait que dans le fond, ce n'est pas n'importe quel objectif, ce n'est pas juste un objectif parce qu'il est facilement quantifiable. Il faut que l'objectif soit vraiment quelque chose auquel les employés peuvent se rattacher puis qui a de l'importance. Les contraintes de la gestion par objectif, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent entrer en ligne de compte sur le fait que tu vas ou non atteindre les objectifs. Et habituellement, ça c'est un des problèmes, c'est que ce n'est pas nécessairement tenu en compte. Regardons quelques exemples, puis je vais vous laisser les autres que vous puissiez les regarder. L'information qui est associée à la tâche. Comment tu veux que quelqu'un donne le rendement qui est attendu s'il n'y a pas toutes les informations? Le support budgétaire. On peut demander aux gens de faire des choses. Pensez au début qu'il peut y avoir un budget qui est associé. Des fois, le budget il est correct, des fois, il n'est pas suffisant. Mais lorsqu'il n'est pas suffisant, bien là, ça peut expliquer que la personne ne l'a pas eu. Puis dans certains cas, il est correct, mais il peut y avoir des changements en cours d'année qui font en sorte que finalement, tout l'argent qui était prévu pour ça n'a pas été accordé. Et donc, qu'au final, bien, la personne n'a pas atteint ses objectifs. Le temps disponible pour réaliser le mandat, l'horaire des activités. Alors donc, ça, c'est parmi certains problèmes. Vous en avez d'autres également. L'absentéisme parmi les employés. Alors, si tu es un superviseur, puis tu es responsable d'atteindre un objectif d'équipe, puis la moitié de tes employés manquent pour toutes sortes de raisons, bien, c'est difficile que toi-même, tu sois tenu responsable du fait que l'objectif n'ait pas été atteint. L'inaptitude à embaucher du personnel supplémentaire, soit que l'organisation n'a pas les moyens, soit à cause de la pénurie de la main-d'œuvre, ils n'arrivent pas à aller chercher les gens dont ils ont besoin. Des changements qui n'ont pas été prévus, des objectifs qui changent en cours de route, des priorités qui arrivent entre le moment où on établit les objectifs en début d'année puis la fin de l'année, qui fait que quand les priorités changent, bien, finalement, on ne met plus autant d'accent sur le reste. Tout ça, et là, vous avez une liste, et même cette liste-là n'est pas exhaustive, fait que même si en apparence, l'utilisation d'un système de gestion par objectif semble quelque chose de louable et de plus objectif, ça ne l'est pas tant que ça parce qu'il y a trop de conditions qui doivent être mises en place pour s'assurer que finalement, si tu rencontres tes objectifs, tant mieux, mais est-ce que tu es la seule personne responsable? Puis si tu ne les rencontres pas, mais il y a peut-être des facteurs qui vont expliquer ça. Si on regarde dans l'ensemble les conclusions qu'on peut tirer sur l'évaluation du rendement, on voit qu'il y a beaucoup de critiques qui peuvent être données. L'erreur fondamentale d'attribution, c'en est une. L'erreur fondamentale d'attribution, c'est une erreur qui est humaine. Et c'est la chose suivante, c'est que lorsque tu vois que quelqu'un a un échec, peu importe, un accident ou n'importe quoi que quelqu'un a à l'extérieur mais qui est négatif, on a tendance comme humain à croire que c'est à cause de la personne. Alors, si vous apprenez, par exemple, dans un rapport complètement différent, que quelqu'un a eu un accident de la route hier soir, bien, la première réaction des gens, c'est de se dire « Ah, peut-être qu'il avait pris de la boisson, peut-être qu'il était trop fatigué, peut-être que cette personne-là, finalement, n'est pas un si bon conducteur ou une si bonne conductrice que ça. » Alors donc, ça, c'est l'erreur d'attribution qu'on va d'abord et avant tout croire que les choses négatives qui arrivent aux gens, c'est à cause des autres personnes et non pas des circonstances. Et à l'inverse, l'erreur d'attribution qu'on fait pour nous-mêmes, c'est que lorsqu'on a un échec, on a tendance à croire que ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de l'environnement. Ça fait donc une perception qui est double. Toi, comme personne qui voit quelqu'un d'autre, tu as l'impression que c'est de sa faute, puis la personne à qui que ça arrive, elle a l'impression que c'est à cause de l'environnement. En partant, ça fait en sorte que les discussions sont plus difficiles. La raison pour laquelle on a tendance à faire cette erreur d'attribution-là, c'est que lorsqu'on pense que les échecs sont dus à l'autre personne, c'est un espèce de mécanisme de défense parce que tu te dis, bien, l'autre personne, elle, comme pas, elle mérite, mais elle est différente de moi, puis c'est donc normal que ça lui arrive. Alors que si tu disais qu'on est tous pareils, puis que finalement, c'est l'environnement qui va causer les choses qui sont négatives, bien, ça nous met dans une situation plus périlleuse parce que tu n'es plus en contrôle de ce qui va t'arriver, mais c'est plutôt l'environnement qui est en contrôle de ce qui peut t'arriver. Fait que ça, c'est une des critiques les plus courantes qu'on va avoir.
La performance est souvent liée à des variables organisationnelles qui ne sont pas sous le contrôle d'évaluer. On l'a vu tantôt lorsqu'on a parlé de la gestion par objectif. Ça peut créer de la concurrence qui est malsaine entre les employés parce qu'il va, qu'on le veuille ou non, avoir une compétition entre les gens sur ceux qui ont obtenu des bons résultats et ceux qui ont obtenu des moins bons résultats au niveau de l'évaluation. Les évaluateurs ne sont pas souvent formés ou n'ont pas toutes les compétences nécessaires pour faire l'évaluation. Puis dans plusieurs cas, il y a un manque de communication entre les employés et leurs superviseurs. Donc, tout ça, ça fait que c'est des critiques fondamentales par rapport au système d'évaluation du rendement. Les raisons les plus communes pour les échecs, et là, je ne les regarderai pas toutes, là, les employés sont comparés les uns aux autres. Fait que dans le fond, on n'évalue pas la performance pour ce qu'elle est, mais la performance en comparaison à quelqu'un d'autre. Fait que si tu es dans un groupe de gens qui sont tous très performants, mais tu vas avoir des gens qui vont avoir une évaluation plus faible, même si dans le fond, ils sont très performants, et vice-versa. Fait que donc, l'évaluation n'est pas toujours reliée au comportement comme tel, à ce que les gens ont fait, mais dans certains cas, à ce comportement-là, mais en rapport avec le comportement des autres personnes. Les formulaires d'évaluation ne sont pas toujours bons. Les dirigeants n'appuient pas toujours les décisions qui sont prises par les superviseurs. Puis ça, on l'a vu régulièrement. Le superviseur va dire, ou la personne en charge de l'employé va dire, « ben non, tu n'as pas eu un bon rendement. » Il va le dire à l'employé ne sera pas content, va se plaindre. Et là, le supérieur, souvent, va essayer de ménager la chèvre et le chou et pas appuyer son superviseur. Ce qui fait que très rapidement, les superviseurs se disent « ça ne me donne rien de donner l'heure juste, ça ne me donne rien de donner une évaluation qui correspond à la réalité lorsqu'elle est négative ou positive parce que je ne suis pas appuyé par la gestion. » D'autres raisons, l'évaluation est un processus habituellement qui est annuel seulement. Or, le rendement, lui, est sur toute l'année. Ce qui fait que, ben finalement, souvent, tu vas avoir un problème de mémoire, tu vas te souvenir plus des choses qui sont passées il n'y a pas longtemps, on va le voir tantôt avec les erreurs. Et également, ben c'est pas très convivial. À chaque année, mettons, à telle date ou à peu près, tu te dis, ben voici, la dernière année, tu as été soit très bon, ou moyen, ou pas bon du tout. Puis maintenant, voici ce que tu dois faire jusqu'à l'année prochaine. Puis là, il y a 12 mois qui vont se passer avant que les gens se revoient. Fait que ce genre d'approche-là n'est pas très, très gagnant. L'évaluation du rendement et la gestion du rendement, au contraire, doit être quelque chose qui est fait sur une base continue. Et là, il y a d'autres raisons pour lesquelles les systèmes ne fonctionnent pas. Je vais vous les laisser en prendre connaissance. Les erreurs d'évaluation qui sont possibles, on en a déjà parlé lorsqu'on a parlé des erreurs d'évaluation au niveau de la dotation. C'est la même chose, mais il y en a d'autres. L'effet de contraste, c'est ce qu'on mentionnait tantôt, c'est lorsque tu viens juste d'évaluer quelqu'un qui était bon, bien là, tu vas avoir tendance, quelqu'un de moyen, à le voir plus faible ou vice-versa. Tendance centrale, indulgence et sévérité, c'est des erreurs où tous les scores se retrouvent au même endroit. Alors, soit c'est dans le milieu, c'est une tendance centrale, tous les scores sont bons quand tu es clément, puis tous les scores sont mauvais quand tu es sévère. L'effet de primauté puis de résance. Primauté, c'est que tu te souviens surtout de ce qui s'est passé au début. Dans les entrevues, lorsqu'on avait vu, ça arrive souvent, ça, que les évaluateurs vont, dans les premières minutes de l'entrevue, vont tout de suite se faire une idée que « oh, wow, la personne est bien bonne » ou « la personne est bien mauvaise », puis finalement, ils n'écoutent pas tant que ça le reste de l'entrevue. Dans le cas des évaluations du rendement, c'est l'inverse. C'est les dernières semaines avant l'évaluation qui vont compter. Fait que quelqu'un, pendant 11 mois, peut avoir une performance qui est mauvaise, mais le dernier mois, mettre le paquet, puis là, on va se souvenir de ça, on dit « ah, bien finalement, c'était pas si mal ». Et vice-versa, quelqu'un qui a eu une très bonne performance, mais qui a de la difficulté le dernier mois, c'est ça qu'on va retenir. Fait que ça, on va le voir souvent. La familiarité avec l'évalué, donc ça aussi, on en a parlé, certains superviseurs ne sont pas en contact direct, régulier avec leurs employés. Fait que donc, on leur demande d'évaluer, mais ils n'ont pas toutes les informations pour le faire. On va avoir tendance à donner beaucoup plus d'accent sur les points négatifs. Donc, toutes les fois qu'il arrive une chose négative, ça en prend 7 positives pour revenir à 0. C'est la manière que les humains fonctionnent. Et donc, si jamais il y a eu une bévue dans le cadre de l'année, bien, il va falloir que la personne ait démontré vraiment des capacités exceptionnelles juste pour revenir à un niveau qui est normal. Puis l'erreur fondamentale d'attribution, on l'a vu tantôt.
On va maintenant parler du feedback qui est donné aux employés parce qu'un des éléments importants de l'évaluation du rendement ou de la gestion du rendement, c'est les échanges qui sont faits entre les superviseurs et les employés pour que ceux-ci comprennent bien et finalement qu'il y ait une vision pour améliorer le rendement. Bon, alors, c'est quoi la rétroaction? Finalement, ce qu'on regarde, c'est un processus de communication. Ça doit être bidirectionnel, puis ça implique un émetteur puis un récepteur. Puis tout ça devrait normalement être touché à des comportements spécifiques. Certains comportements étant plus gagnants, d'autres comportements devant être évités. Dans un contexte d'évaluation de compétences, la rétroaction, ce qu'elle vise normalement à permettre, c'est au personnel ou aux employés de développer leurs compétences de telle façon qu'ils deviennent plus performants avec le temps. Donc, ça ne doit pas être un exercice de dire « t'es bon ou t'es pas bonne »,« t'es bon, t'es bonne, t'es pas bon, t'es pas bonne », puis ensuite de ça, tu retournes les gens dans le travail. Il faut que l'évaluation ou la rétroaction vise à ce qu'il y ait un changement, puis que ce changement-là soit positif avec le temps. Ce que ça doit définitivement pas être, c'est une lutte entre deux personnes. Fait que si vous devez faire de la rétroaction avec votre employé, puis vous savez à l'avance que ça risque d'être conflictuel, bien, ça regarde mal. Et donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'être particulièrement vigilant pour mettre en place des conditions pour que ça n'arrive pas comme ça. Il ne faut pas que ce soit négatif aussi. Donc, le feedback, normalement, comme on l'a vu, vise le développement des employés, donc s'assurer que ça ne soit pas un exercice où on fait simplement dire aux gens les affaires qui ne fonctionnent pas. Ça ne doit pas être un monologue, c'est une discussion, donc les deux doivent parler. Ce n'est pas non plus une opportunité pour un individu de se défouler ou d'attaquer l'un ou l'autre, autant l'employé par rapport au superviseur que vice-versa. Puis ce n'est pas un exercice de jugement de l'autre. On est tous des êtres humains. On n'est pas là pour juger les personnes. Par contre, le rôle du superviseur, c'est de s'assurer de donner les informations les plus objectives possibles sur le rendement de la personne pour viser à une amélioration du comportement. L'important, c'est de rester professionnel. Alors, dans tous les cas, même si souvent ça va impliquer des émotions, même s'il n'y a pas nécessairement un contexte qui est favorable à avoir une discussion qui est positive, l'important, c'est de toujours demeurer professionnel là-dedans. Ce n'est pas non plus une séance de thérapie, donc il ne faut pas regarder ça comme l'employé va s'épancher puis on va essayer de l'aider à changer. Des fois, ça peut arriver, mais il faut éviter ce genre de circonstances-là. En fait, les rétroactions qui sont faites, les feedbacks qui sont faits dans le cadre de l'évaluation du rendement devraient plutôt, encore une fois, être perçus comme étant quelque chose de professionnel qui doit être fait et qui permette aux gens de s'améliorer. En termes de modèle de processus de rétroaction, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une bonne rétroaction, un bon feedback va nécessiter un certain nombre d'étapes. Premièrement, tu as le message lui-même, tu vas avoir la caractéristique du message. Tu as des messages qui sont mieux formulés. Mieux le message est formulé, meilleur que le message va passer, puis il risque d'avoir des conséquences positives. Une fois que le message est passé, là on parle de l'émetteur. Là, du côté du récepteur, après ça, bien, il faut qu'il le perçoive. Première chose, il faut qu'il le perçoive, mais ici, il faut qu'il le comprenne. Parce que tu peux le recevoir, le percevoir, soit positif ou négativement, mais il faut également que tu comprennes ce qui est dit. Une fois que tu l'as bien compris, il faut que tu l'appropries. Parce que si tu veux amener un changement, il ne faut pas juste que ça demeure au niveau cognitif, mais il faut que ça implique l'ensemble de ta personne, de dire « Ah, OK, c'est correct, il y a X, Y, Z qui pourrait être changé ou amélioré ou que je fais très bien. » Mais ce qui est important, c'est que toi, tu te l'appropries comme personne dans toutes les facettes qui sont impliquées dans ce comportement-là. Une fois que tu te l'es approprié, maintenant, il faut que tu vises à amener des changements. Souvent, ces changements-là vont nécessiter des changements au niveau des attitudes, donc des façons de faire. Et ça, normalement, ça devrait amener des changements comportementaux. Fait qu'ici, on voit encore une fois, on en avait parlé dans un autre cours, qu'au quatrième niveau, à la quatrième étape, c'est plus au niveau des intentions. Donc, tu te l'es approprié. Maintenant, tu as l'intention de changer. Et on l'a vu que l'intention, c'est un bon prédicteur où ça précède immédiatement le comportement. C'est ce qu'on observe. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça se situe dans des environnements qui sont contraignants. Donc, les circonstances ne font pas toujours en sorte que c'est possible. Ou dans d'autres cas, ils vont faciliter l'apparition du comportement, mais ce n'est pas toujours le cas.
Plusieurs études, il y a des milliers d'études qui ont été faites sur le feedback, notamment dans un milieu organisationnel par rapport à l'évaluation du rendement. Et là, ce que vous avez, c'est plusieurs corrélations qui montrent finalement l'efficacité du feedback et certaines des caractéristiques de ce feedback-là. Fait qu'on ne les regardera pas toutes. Je les ai données comme information intéressante parce qu'encore une fois, plus la corrélation est élevée, en plus des alentours d'à peu près 0,25, 0,30 en montant, en ressources humaines, c'est considéré comme une relation qui est relativement forte. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est un facteur qui définitivement a un impact sur la qualité de la rétroaction. Fait que la perception d'expertise de l'émetteur, c'est un élément important. L'intérêt démontré par le participant, c'est quelque chose d'important. L'approche de communication directe, donc une approche transparente, a plus de chances d'être efficace. S'assurer que le récepteur comprend et s'approprie la rétroaction. Donc, quand vous donnez une rétroaction, c'est bien de demander parfois en cours de feedback qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu as compris, c'est quoi ta vision de ça, parce que tu t'assures de ce côté-là de voir si la personne elle a bien perçu le message. Et les caractéristiques démographiques de la source, comme l'âge, le sexe et l'ethnie, ont à peu près pas d'impact sur la qualité du feedback. C'est donc pas les caractéristiques personnelles des gens qui vont faire la différence, mais plutôt la façon dont le message est passé. Ce qui nous amène donc au fait que comme émetteur, on doit s'assurer le plus possible d'être perçu comme des experts, d'avoir une attitude qui est respectueuse et de s'assurer que le récepteur comprend bien le message que l'on donne. Si on parle du message lui-même, on voit que la plupart du temps, ce qui est bien, c'est de commencer avec les forces du récepteur. Donc, toujours, plutôt que d'arriver immédiatement en disant les choses qui ne fonctionnent pas bien, commencez plutôt avec les choses qui fonctionnent bien. Il y a souvent ce qu'on appelle le principe du sandwich. On commence avec du positif, dans le milieu, on a du négatif et on finit avec du positif. Quand c'est possible de le faire, c'est une bonne façon parce que ça permet de passer plus facilement le message lorsqu'il y a des points à améliorer. Être constructif, se limiter à 2 ou 3 heures de développement. Ça ne donne rien de présenter 10 affaires que les gens doivent changer. C'est juste pas possible. Donc, si on circonscrit les éléments, ça va aider beaucoup sur le fait que le message va être compris et qu'il va y avoir des comportements qui vont être générés par la suite. Donc, essayez d'avoir un message qui est ciblé puis qui est axé sur les comportements observés. C'est ça qui va faire la différence et non pas sur les qualités du récepteur. On ne dit pas « t'es comme ci, t'es comme ça », on va plutôt parler des choses qui ont été faites puis des choses qui n'ont pas été faites. Par rapport aux caractéristiques de la source, d'où est-ce que ça vient? Donner des exemples concrets, des faits observés, un contenu qui est plus positif que négatif, être centré sur les comportements. Puis, ce qu'on voit, c'est que plus il y a une concordance entre l'évaluation de la personne elle-même qui est évaluée, puis de l'évaluateur, meilleure va être la réception du feedback qui est donné. En termes de contexte, c'est bien d'avoir recours à des exercices réalistes. Fait que dans le fond, lorsqu'on donne des exemples, toujours donner des affaires, pas des comportements qui arrivent comme une fois sur 10 000. Là. Tu sais, ça se peut que durant l'année, il y ait quelque chose qui est arrivé, mais que ça soit une exception. Si on met plutôt l'accent sur des comportements qui arrivent de façon réaliste plus régulièrement, bien à ce moment-là, les gens vont être capables de dire « Ah, OK, c'est correct, ça fait partie de mon quotidien. » Et non pas « Ah, bien c'est sûr, il est allé chercher l'exception durant l'année. » Avoir une communication préalable. Normalement, les séances de feedback ne devraient pas être une surprise pour les personnes qui le reçoivent. Il faut que les gens soient en mesure de dire, bien, écoute, je voyais venir les choses. Si vous avez une bonne évaluation, tu devrais t'y attendre. Une mauvaise évaluation, tu devrais t'y attendre. Et ça va faciliter beaucoup la qualité du feedback qui va être donné. Essayez d'avoir une durée de rétroaction qui va dépendre des circonstances. Mais habituellement, une rétroaction devrait durer au minimum une vingtaine de minutes. Dans certains cas, ça peut être 1 heure. Quand on tombe à l'extérieur de ça, soit dans le trop court, soit dans le trop long, souvent, bien, on va manquer des éléments ou on va en dire trop. Pour intervenir sur le contexte, informer les candidats, ou quand on parle des candidats, c'est des participants, des objectifs et du déroulement, comment est-ce que ça va se passer, avoir un local approprié, puis éviter toute interruption, fermer son cellulaire. Ça, c'est quelque chose qui est absolument important. C'est tellement un exercice qui touche fondamentalement à des éléments qui touchent à la personne comme telle
que tu ne peux pas te permettre de donner un feedback, puis au milieu des éléments qui sont plus sensibles, être interrompu d'une manière ou d'une autre. Pour le récepteur, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la personnalité ne semble pas jouer dans les réactions que les employés vont avoir par rapport au feedback qu'on va leur donner. Ce qui va jouer plus lorsqu'on parle de l'individu lui-même, c'est sa disposition face à l'organisation. Si on a une disposition positive face à l'organisation, ils vont être plus réceptifs. Si au départ, ils pensent que l'organisation n'est pas bonne ou qu'ils ont des critiques à faire sur l'organisation, ils vont être beaucoup moins réceptifs dans ce qui va l'être dit. L'implication en emploi, donc jusqu'à quel point c'est important pour les gens de s'améliorer, ça aussi, ça va faire en sorte qu'ils vont être plus ou moins réceptifs. Et la capacité à analyser. Donc, finalement, on peut donner plein d'informations, mais es-tu capable de bien la traiter pour pouvoir, par la suite, amener les comportements qui sont attendus? Finalement, l'expérience de travail n'a pas de lien avec l'appropriation qui est donnée. Ce n'est pas parce que ça fait pas longtemps ou longtemps que tu es dans l'emploi que tu vas nécessairement être plus réceptif au feedback qu'on va te donner. Dans le fond, ce qu'il faut, c'est tenir compte des informations dont on dispose sur le récepteur, puis là, à partir de là, moduler le feedback qu'on va donner pour être avoir l'impact le plus positif possible. Tu as aussi les contraintes qui sont externes, fait que donc, les contraintes organisationnelles, tu vas avoir le manque de soutien. On en a parlé tantôt, est-ce que les superviseurs ou les cadres vont endosser les évaluations qui sont faites, surtout lorsque des éléments qui sont négatifs? Ça va avoir un impact important sur le message qu'on va donner ou le message qu'on est prêt à donner à notre employé. Puis au niveau des contraintes individuelles, il y a des gens qui vivent des situations difficiles, puis parfois leur performance n'est pas au niveau parce que, mettons, dans les derniers mois, ils ont eu des problèmes au niveau personnel. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à la dépression, je l'ai déjà vu. Fait qu'à ce moment-là, on met dans un contexte où c'est plus difficile de critiquer les gens. Fait qu'il faut tenir ça en considération, les éléments personnels. Si quelqu'un a une dépression, par exemple, ça c'est des choses qui arrivent, puis on va en parler lorsqu'on parlait de la gestion des comportements qui sont problèmes, oui, il faut en tenir compte. En même temps, il faut offrir de l'aide à la personne, mais la personne, l'employé, est responsable d'elle-même. Donc, elle est responsable d'aller chercher cette aide-là, puis ensuite de ça, de démontrer les comportements qui sont attendus. Ce qu'on voit, les caractéristiques d'un feedback efficace, donc les 10 caractéristiques, c'est lorsque le feedback est spécifique, lorsqu'il porte sur des comportements et non sur des qualités des gens, lorsqu'on tient compte des besoins du récepteur, donc c'est un exercice qui vise non seulement à donner l'heure juste aux gens, mais également à ce que la personne, un certain nombre de ses besoins soient répondus, notamment comment est-ce que je peux m'améliorer, puis comment est-ce que je peux atteindre un autre niveau dans l'organisation. Lorsqu'elle est nuancée, donc c'est pas juste noir, c'est pas juste blanc, il y a des points où c'est un peu plus gris. Lorsqu'on partage des informations, lorsqu'on s'intéresse aux paroles et aux actes des personnes à qui on donne la rétroaction, lorsque ça porte sur une quantité limitée d'informations, quand je mentionnais tantôt des feedbacks ne doivent pas durer des heures et des heures, donc focuser, on l'a dit tantôt, sur 2 ou 3 éléments qui sont plus critiques. Choisir le moment pour le faire. Doit être un feedback qui est recherché et non imposé. Dans certains cas, on n'a pas le choix, c'est le processus qui le demande. Mais si vous avez de la latitude de ce côté-là, essayez que ce soit plutôt une entente de se dire, gars, on va s'asseoir ensemble pour faire le point où est-ce qu'on en est. Puis, ce que ça suppose, c'est que l'émetteur va vérifier que le message il soit bien compris. Ça, on l'a vu tantôt dans les caractéristiques des feedbacks, donc dans les conditions qui sont gagnantes. Des erreurs courantes, il y en a plein. J'en ai 2 pages, donc vous pouvez regarder qu'est-ce qu'il y en est. Donc, donner une rétroaction qui est vague, parler pour les autres, donc dire dans une rétroaction que tel ou tel autre pense telle et telle chose de toi, mauvaise chose à faire. Utiliser un humour qui est inapproprié, questionner au lieu d'affirmer, oublier qu'on est dans une position de pouvoir. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire qui vont faire en sorte que ça peut être une erreur ça ne fonctionnera pas.
Il faut se préparer. On l'a vu dans la vidéo, la personne n'était pas du tout préparée. Ça, c'est un autre. Elle n'est pas préparée. Elle ne voyait pas que c'était quelque chose qui était important. Et ça, ce message-là va être rapidement perçu par la personne qui reçoit le feedback. Donc, il faut réviser le matériel. Il faut réviser le rapport d'évaluation. Il faut penser à la structure de la rétroaction elle-même. Donc, comment est-ce que ça, on va le faire? Je vais en parler tantôt. Il faut déterminer les points positifs qui sont en lien avec la performance, donc pas juste des points négatifs, on l'a déjà mentionné. Identifier les points d'amélioration, puis préparer des questions pour permettre à l'employé de s'exprimer. Souvent, dans ce genre de situation-là, les gens reçoivent l'information puis sont un peu figés, ne savent pas nécessairement comment réagir à ça. Bien, si tu prépares des questions d'avance, c'est sûr que ça va aider. Dans la structure typique d'une rencontre de feedback, tu as l'introduction, donc il faut que tu dises aux gens, tu les accueilles, tu établisses un climat positif. Il faut que tu leur dises également, ça va être quoi le processus qui va être suivi, que c'est bidirectionnel. Puis, une des bonnes façons de faire, c'est de commencer en demandant aux gens qu'est-ce qu'eux pensent de l'évaluation qu'ils feraient de leur propre performance. Des fois, c'est très positif parce qu'il y a des gens qui vont déjà dire des éléments qui pourraient être améliorés, puis ça va juste contribuer à votre propre évaluation. Lorsque les gens arrivent puis ils n'ont pas du tout la même vision de leur performance, bien, c'est sûr que ça n'aide pas, mais d'un autre côté, vous, ça vous prépare au moment du feedback à savoir où est-ce que tu te situes, puis finalement, la brèche que tu as, en tout cas, ce que tu dois démontrer, soit dans la direction de dire que les gens ils ont eu une performance qui n'est peut-être pas aussi optimale qu'ils croyaient, ou une meilleure performance que ce que les gens croyaient. Dans le cadre de la rétroaction, il faut expliquer les attentes, il faut expliquer les échelles, il faut présenter les résultats. Il faut échanger aussi les résultats quantitativement et qualitativement. Donc, il faut faire des liens. C'est une discussion. Et c'est une discussion qui amène aussi une analyse de l'ensemble de la performance et non pas une liste d'épicerie de faits que les gens doivent être mis au courant. Puis finalement, sur la conclusion, bien, résumer les informations les plus pertinentes. S'assurer que l'employé a bien compris, poser des questions, il demander que lui-même fasse un résumé de ce qui a été dit, identifier des pistes d'action, puis voir quel est le next, qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Parce qu'on ne doit pas terminer un processus de feedback sans qu'il y ait quelque chose où ce que l'employé et même le superviseur se disent, bien maintenant, il y a quelque chose qui suit ça, puis comment est-ce qu'on pourrait le faire. Puis finalement, de remercier l'employé. Le dernier aspect qu'on va toucher, c'est les employés problèmes. Donc, finalement, tout ce qui a rapport avec la discipline que les organisations, les superviseurs peuvent utiliser lorsqu'il y a des problèmes avec les employés. En termes de principes de base, premièrement, les comportements difficiles n'ont souvent rien à voir avec le superviseur. Donc, ça se peut que les difficultés qu'on voit soient uniquement liées à l'employé lui-même. Le gestionnaire doit réaliser qu'il peut contribuer au problème de l'employé. Alors, par contre, il y a des fois, justement, que ça, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Puis, une erreur courante est d'ignorer le comportement difficile, surtout s'il dégénère. Fait que c'est une chose qu'on essaye d'éviter parce que si on ne prend pas les choses dès le début, ce qui risque d'arriver, c'est que les employés vont dire « Bien, finalement, c'est pas si grave que ça, continuez ». Et là, à un moment donné, ça peut devenir difficile à maintenir. La première démarche à faire, c'est la communication, donc et aux habiletés interpersonnelles. Donc, dans le fond, ce qu'on veut faire dans un premier temps, c'est établir une discussion s'il y a un problème pour voir si on ne pourrait pas le régler ensemble. Puis, la dernière démarche, ça va être le pouvoir hiérarchique ou l'autorité. Donc, lorsqu'on va prendre des décisions qui sont administratives, on va voir ça tantôt. On peut prévenir les comportements difficiles en expliquant et justifiant les normes. C'est une des choses, plutôt que de cibler directement une personne en particulier ou un employé en particulier, ce qu'on fait, c'est qu'on gère les normes, donc on s'assure que tous les employés soient au clair des attentes. Fait que des fois, en groupe, il y a des employés qui vont comprendre que, finalement, cette norme-là dont ils parlent, elle s'applique à moi, puis ils peuvent changer leur comportement. Fait que c'est une des façons qu'il faut faire. Il faut toujours vérifier les sources et les faits avant de prendre une action. C'est pas parce que quelqu'un vous dit que quelqu'un d'autre a fait quelque chose qu'il faut nécessairement prendre ça pour de la réalité. Il faut vérifier parce qu'il peut y avoir des erreurs importantes qui sont faites. Des fois, il y a des conflits entre les employés qui fait que certains vont dire des choses
pas nécessairement parce qu'elles sont fausses, mais des fois, c'est des perceptions qu'ils vont voir. Et dans tous les cas, démontrer de l'empathie vis-à-vis des employés. Des problèmes de discipline, ce n'est pas toujours des problèmes qui sont associés à des circonstances que l'employé a toutes entre les mains pour faire les choses, ou des fois, tu as des circonstances personnelles qui vont faire en sorte que le rendement n'est pas au niveau attendu. Alors donc, si tu démontres de l'empathie, ce que tu fais, c'est que tu crées une relation, ce que tu dis, bien écoute, on voit qu'il y a un problème, on le comprend, mais on va essayer ensemble de passer par-dessus. Au niveau de l'impact des employés problèmes, il est très grand. Je pense que vous avez sûrement déjà tous eu la chance ou la malchance de travailler dans un environnement où il y avait des employés problèmes. Sur les collègues de travail, bien, c'est sûr que ça réduit ton plaisir. Si tu travailles avec quelqu'un qui n'est pas compétent, quelqu'un qui a des comportements qui sont inappropriés, c'est pas le fun. Et ça peut avoir même contribué au fait que certaines personnes vont vouloir même partir de l'organisation. Pour le gestionnaire, bien, des fois, ça peut affecter sa santé physique et mentale. Si tu as à gérer quelqu'un qui est vraiment difficile, c'est le genre de problème que tu peux ramener avec toi à la maison, qui peut gruger beaucoup de ton énergie, ce qui fait en sorte que c'est en termes, en tout cas au niveau de la satisfaction, ça va le réduire considérablement. Puis finalement, bien, pour l'organisation, ça a un impact parce que ça peut provoquer des départs, ça réduit la productivité, ça crée un mauvais exemple, ça donne une image insouciante des cadres, donc finalement qui ne s'en occupent pas. Alors donc les impacts sur quelqu'un qui n'est pas performant ou qui a un comportement qui est déviant, ce sont des impacts qui sont très importants. Tu as plusieurs types d'employés, puis donc, avec les différents types d'employés, tu vas agir différemment. Tu vas avoir le premier qui est le bon soldat. Finalement, c'est l'employé correct qui fait les choses. Fait que tu n'as pas à intervenir. Tu vas avoir l'indifférent. L'indifférent, c'est les employés qui vont beaucoup favoriser le travail, mais pas ce que ça leur rapporte à eux autres. Donc, ils vont essayer toujours de trouver des moyens pour réaliser leur travail dans un temps qui est moindre. Ça envoie un mauvais message, mais même si parfois ces gens-là réussissent à faire le minimum, ça demande des comportements qui ne sont pas acceptables parce que ça envoie le mauvais message aux autres employés. Ceux qui sont obsédés par la quantité, alors quantité versus la qualité, ça aussi, ce n'est pas quelque chose qui est habituellement très positif. Ils vont travailler très, très fort, ils vont s'assurer d'avoir beaucoup de choses qui sont faites, mais si la qualité n'est pas là, au final, ça ne représente pas ou ça ne répond pas aux attentes de l'organisation. Tu vas avoir des employés mixtes, une bonne productivité. L'occasion peut avoir certains problèmes au niveau du respect des règles. Dans certains cas, ils peuvent exceptionnellement faire des actes de sabotage sans nécessairement que ces actes-là soient prémédités. Ça peut être juste de façon spontanée. Fait que dans ce cas-là, ben, c'est plus difficile de gérer ces personnes-là, même si les actes de sabotage, notamment, sont définitivement des actes qui ne peuvent pas être tolérés. Et là, c'est le dernier profil. Donc, les saboteurs, ces gens-là, c'est clair qu'il doit y avoir des actions disciplinaires qui sont mises en place parce que ça a des conséquences trop grandes sur l'organisation. Quand on évalue les gens, c'est une bonne manière de classifier les employés. Beaucoup d'organisations utilisent ce qu'on appelle les 9 box. Les 9 box, dans ce cas-ci, c'est que tu vas avoir une boîte ici complètement à gauche, une à droite, une en bas à droite, une en bas à gauche, puis tu vas avoir des boîtes dans le milieu ici. Fait que finalement, ça te donne 9 boîtes. Et là, les employés vont être placés là-dedans. Et ce qui est intéressant avec ces boîtes-là, c'est qu'en fonction de où est-ce que tu vas placer les différents employés, bien, ton approche par rapport à chacun va être différente. Et ce que tu vas viser, c'est adopter une intervention qui va être soit d'encourager les gens qui sont très bons, donc qui vont être dans la boîte qui va être complètement à droite en haut, ou avoir une action disciplinaire pour les gens qui sont en bas, ou avoir des actions dépendant d'où est-ce que la personne se situe ailleurs. Mais dans le fond, si on regarde les 4 cadrans, parce que les cadrans du milieu, les 3 boîtes du milieu dans le 9 box, ça représente un peu un mitoyen entre ces deux-là. Tu vas avoir le contributeur moyen, donc quelqu'un qui a un bon potentiel, mais que sa performance n'est peut-être pas au niveau qu'il est. Fait que l'employé peut peut-être avoir un comportement ou avoir un rendement qui est correct, mais qui ne correspond pas au potentiel que vous voyez chez cette personne-là. Vous allez avoir le bois mort. Bon, le bois mort, c'est les personnes qui, finalement, non seulement ils n'ont pas de potentiel, mais en plus, leur rendement n'est pas au rendez-vous. Alors, ces gens-là, il faut les gérer. Ce sont des incompétents.
ce sont des problèmes qu'on va appeler des problèmes de compétences qui c'est pas parce que les gens veulent faire des choses de façon négative, mais c'est simplement qu'ils ne sont pas capables. Et ce qui va amener souvent le même résultat, c'est-à-dire qu'il faut se départir des gens qui sont à ce niveau-là. Vous avez les vedettes, bon, eux autres à la fois haut potentiel, mais ils remplissent leur haut potentiel, donc leur rendement est au rendez-vous. Puis finalement, vous avez les employés qu'on dit qui sont employés problèmes. Et ces employés-là, ben, c'est qu'ils ont un haut potentiel, mais la performance n'est pas au rendez-vous. Alors dans ce cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de voir si on ne pouvait pas les motiver pour les amener où ce qu'on veut. Là-dedans, donc, il y a des gens, notamment ceux qui n'ont pas le niveau de performance qui est requis, ceux qui sont ici. Dans certains cas, il faut utiliser de la discipline pour réagir au comportement qu'on va observer. Et il y a certaines règles à suivre au niveau de la discipline. Il y a certains éléments qu'il faut comprendre lorsqu'on parle du processus de discipline. Dans le modèle disciplinaire, il y a quelques étapes. Premièrement, il faut qu'on ait une politique, puis il faut qu'on définisse c'est quoi la discipline. Il faut qu'il y ait une violation des règles. Une fois qu'il y a une violation, il faut qu'il y ait une enquête approfondie qui soit faite. On ne peut pas avoir une action disciplinaire si on n'a pas fait une enquête. Il faut qu'il y ait une entrevue disciplinaire. Donc, au-delà de l'enquête des faits, il faut parler aux gens qui ont été impliqués dans le problème de discipline. Ensuite de ça, il faut qu'il y ait une action disciplinaire, mais celle-ci doit être progressive. Donc, on ne commence pas immédiatement avec un congédiement. La plupart du temps, on va commencer avec une réprimande. Et ça peut passer ensuite de ça à d'autres actions. Ça peut aller jusqu'à une suspension. Puis finalement, on va aller au congédiement. Dans une cinquième étape, il faut qu'il y ait une procédure d'appel. N'importe quel système doit permettre aux employés de dire « je ne suis pas d'accord ». Les superviseurs ne sont pas des personnes qui sont omnipotentes et dans certains cas peuvent faire des erreurs. Donc, il faut permettre à l'organisation de revoir les décisions qui sont prises pour que les gens puissent présenter leur cas. Les employés qui sont touchés puissent présenter leur cas. Et finalement, dans le pire des cas, c'est le congédiement. Toute mesure disciplinaire, et là, croyez-moi, doit être documentée de A jusqu'à Z. C'est possible qu'on se retrouve devant un arbitre, c'est possible qu'on se retrouve devant un autre type de tribunal. Je vous garantis que à toutes les fois, même une action disciplinaire qui est tout à fait justifiée, mais qui n'est pas documentée, l'organisation est dans une position qui est très vulnérable, puis souvent, ça ne passera pas la barre. Souvent, même si c'est tout à fait justifié, l'organisation va vouloir revenir en arrière, puis même dans certains cas, donner des compensations aux gens. Par contre, si c'est bien documenté, si on sait quand est-ce que c'est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé, comment c'est arrivé, qui était là, etc., quelles sont les actions puis la discipline qu'on a pris, bien à ce moment-là, bien, on est en meilleure position de défendre cette action-là qui est prise. Les éléments de l'enquête disciplinaire, bien là, je vous en donne quelques-uns, c'est simplement à titre informatif, mais est-ce que le superviseur a compris entièrement les implications de sa démarche? Est-ce que l'employé comprend pourquoi il y a eu un manquement? Quelles sont les règles, les procédures, les politiques qui ont été violées? Même chose au niveau de est-ce qu'il y a une preuve directe ou indirecte de la culpabilité de l'employé? Quelle est la nature de la sanction disciplinaire que d'autres employés ont obtenue pour le même type de manquement? Alors, ce sont toutes des informations intéressantes qui doivent faire partie de l'enquête que vous allez faire. Alors, je vous laisse en prendre connaissance si jamais vous faites face à ce type de situation-là, mais ce sont des questions, je dirais, qui sont de base et qui doivent être répondues au moment d'une enquête. Les types de manquements, il y en a deux. Il y a les manquements qu'on appelle non disciplinaires, c'est-à-dire que c'est une insuffisance professionnelle, donc c'est une incompétence. C'est correct, ça amène quand même à ce qu'on ait une discipline qui soit faite, donc une action disciplinaire qui soit faite, sauf que ce n'est pas parce que la personne elle a fait quelque chose sciemment. Donc, elle n'a pas voulu avoir le comportement déviant, c'est simplement qu'elle n'est pas capable de rencontrer les exigences. Puis vous avez de l'autre côté, évidemment, les manquements qui sont, eux, de nature disciplinaire. Fait que manquement dans l'exécution d'un travail, mauvaise attitude, mauvaise conduite, des activités collectives qui sont négatives également. Alors, tout ça fait en sorte que, oui, tu vas intervenir, mais parce que la personne elle a fait quelque chose en particulier. Beaucoup d'objectifs qui sont visés par les sanctions disciplinaires, mais en premier, ce qu'une action disciplinaire vise, ce n'est pas punir
En premier, une action disciplinaire, ça vise à corriger une situation. Ce qu'on veut, finalement, c'est que suite à l'action disciplinaire, les employés soient en mesure de se prendre en main, de changer certaines choses, puis finalement de passer à une autre étape. Et avant de passer à un congédiement, il faut nécessairement qu'il y ait une gradation, on l'a déjà dit, et il faut qu'on applique des mesures disciplinaires qui soient moins sévères et qui sont en relation avec la faute de l'employé. Le salarié doit également être clairement avisé des manquements et des conséquences de son manquement actuel et des conséquences possibles de qu'est-ce qui peut arriver, ultime, que son comportement peut avoir. Fait qu'il faut toujours être clair sur qu'est-ce qu'on dit, pourquoi on le dit, puis qu'est-ce qui peut arriver suite à ça. Les comportements problèmes qui sont, je dirais, acceptables pour justifier un manquement disciplinaire, là, il y en a plusieurs, je vous ai mis une liste, là, mais j'ai mis cette liste-là parce que c'est des comportements qu'on va retrouver régulièrement dans les arbitrages de grief, puis qui va être considéré par les arbitres comme étant légitime. Donc, vous pouvez avoir une action disciplinaire parce que quelqu'un déroge aux directives, parce qu'il ne respecte pas les délais, parce qu'il manque de professionnalisme, parce qu'il accumule des retards, parce qu'il s'adonne à des jeux d'hasard. Donc, vous avez toute cette liste-là, et cette liste-là peut être intéressante pour vous si vous vous posez la question, est-ce que je devrais ou non avoir une mesure disciplinaire? Bien, si un de ces comportements-là est observé, surtout si c'est sur une base régulière, bien à ce moment-là, vous êtes en droit d'avoir une action disciplinaire. Si on regarde maintenant les différentes formes de discipline qu'on peut utiliser lorsqu'il y a un problème avec un comportement d'un employé, dans un premier temps, on va avoir la réprimande. Ce qui est intéressant avec la réprimande, c'est qu'il faut distinguer, si on fait une note à un dossier ou un avertissement, ce n'est pas nécessairement une réprimande. Par exemple, vous pouvez avertir un employé par rapport à une circonstance qui est arrivée, mais qui n'était pas dans la limite de leur comportement comme tel. Et donc, c'est plus un avertissement. Alors qu'une réprimande, c'est vraiment un avertissement, mais qui va être fait en fonction d'un comportement qui est jugé négatif. Et la seule façon de savoir, c'est dans le ton, ou en tout cas la manière ou l'intention qu'il y a derrière le rapport qui a été écrit par le superviseur. Fait que donc, si on veut que ce soit une mesure disciplinaire, il faut qu'on soit clair que c'est une mesure disciplinaire, sinon ça peut porter à confusion. Vous avez ensuite la rétrogradation qui est possible, mais la rétrogradation va s'appliquer seulement dans le cas des mesures qui sont non disciplinaires, c'est-à-dire dans le cas des situations où la personne n'est pas suffisamment compétente pour faire l'emploi. Et ce genre de mesure-là, l'avantage, c'est que ça garde le lien d'emploi, donc vous gardez l'employé qui est peut-être très bon dans l'emploi qu'il occupait précédemment. Par contre, ce que ça dit, c'est qu'il n'est pas capable de faire l'emploi à ce niveau-là et donc on va le rétrograder. Par contre, il ne faut pas utiliser cette mesure-là comme étant une mesure disciplinaire. Donc, si quelqu'un est capable de faire l'emploi, mais il a fait un acte qui est répréhensible, on ne peut pas utiliser la rétrogradation comme punition. Sinon, si les personnes vont en arbitrage ou se plaignent, bien, ils vont probablement avoir raison parce que ce n'est pas justifié de le faire. Les coupures de salaire, un peu la même chose. Les coupures de salaire peuvent être utilisées seulement dans le cas où la personne n'a pas fait le comportement, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait le travail. Donc, si quelqu'un s'est présenté à l'ouvrage, mais il a été incompétent ou quelqu'un s'est présenté à l'ouvrage puis a fait une action qui est négative, on ne peut pas couper son salaire parce qu'il était là. Donc, il n'a peut-être pas fait les tâches comme vous auriez attendu, mais il les a faites. Donc, la coupure de salaire ne peut pas s'appliquer. La coupure de salaire va s'appliquer si la personne ne vient pas. Si, par exemple, on lui demande d'être à l'emploi telle et telle journée, d'aller à un endroit, par exemple, puis de faire telle et telle chose, puis finalement, on s'aperçoit que la personne n'est pas présente, là, on peut couper son salaire pour cette période-là. Mais on ne peut pas couper son salaire simplement parce que la personne n'a pas fait les choses telles qu'elles étaient attendues, soit par incompétence ou soit parce qu'elle a fait un comportement qui n'est pas acceptable. Privation d'ancienneté, exactement la même chose. On ne peut pas priver d'ancienneté, donc de dire que, par exemple, que dans les derniers 6 mois, le temps qu'elle a accumulé ne compte pas parce que la personne n'était pas compétente. C'est la même chose qu'avec les coupures de salaire. Ce n'est pas une conséquence qui est légitime comme une mesure disciplinaire. On va simplement priver d'ancienneté si la personne n'est pas là.
Alors ça, c'est normal. Alors, dépendant des conditions de travail, si la personne s'absente et n'est pas là, on pourrait décider de ne pas lui donner l'ancienneté pour la période où elle n'a pas été là. Mais par contre, pour dire que parce que tu n'as pas été compétent ou tu as fait telle et telle chose, on ne peut pas enlever d'ancienneté à la personne. La suspension, c'est la mesure qui est probablement la plus utilisée suite à la réprimande parce que c'est comme l'étape subséquente. Et là aussi, il devrait y avoir une gradation dans les suspensions. On ne commence pas avec une suspension d'1 mois. On va commencer avec une suspension d'1 journée, à moins que la faute soit grave à un point vraiment très important, ou à moins qu'il y ait une enquête. Et s'il y a une enquête, c'est possible de faire une suspension, mais à ce moment-là, il peut y avoir suspension avec salaire puis une suspension sans salaire. La suspension avec salaire peut arriver, par exemple, dans le cas de tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas terminé l'enquête. Tu es suspendu, tu ne peux pas venir, mais ça pourrait arriver, par exemple, dans le cas s'il y a du harcèlement. Donc, on ne veut pas que la personne continue à être sur les lieux du travail, mais en même temps, tant que ça, ce n'est pas prouvé, on ne peut pas suspendre la personne sans lui donner son salaire. Alors donc, c'est une façon de faire qui est correcte, qui est une mesure disciplinaire qui est acceptée. Et il y a aussi une gradation. On peut commencer avec 1 journée, on peut ensuite y aller avec 2 ou 3 journées, 1 semaine. Puis après ça, si là, ça ne fonctionne vraiment pas, bien là, on y va avec le congédiement. Et le congédiement, c'est la partie finale qui doit suivre l'ensemble de ces mesures-là et qui doivent démontrer finalement que le comportement qui a été observé est suffisamment fort pour justifier ça. On peut congédier des gens qui sont dans la période d'adaptation, donc si vous êtes dans la période de probation, donc si vous avez une période de probation de 6 mois, par exemple, ou d'1 an, et que pendant cette période-là, vous vous apercevez que la personne ne répond pas à vos attentes, c'est tout à fait correct de dire que vous allez la congédier. Donc, vous avez le droit de le faire. Ça peut être parce que la personne ne s'adapte pas à cause de le caractère émotionnel de la personne, sa capacité de travail, sa compatibilité avec les collègues de travail. Ce sont tous des raisons qui sont justifiables pour congédier les gens dans une période de probation. Quand la période de probation est terminée, puis c'est à cause d'un comportement qui a été déviant ou qui n'aurait pas dû avoir lieu, bien à ce moment-là, il faut que ça soit justifié. Puis encore une fois, il faut que ça soit suite à une série de mesures qui ont été prises auparavant. En termes de procédure, il doit d'abord y avoir une première entrevue lorsqu'on fait une mesure disciplinaire. Puis dans le fond, l'objectif de la première entrevue, c'est de s'assurer qu'on se comprend bien. C'est quoi les normes, c'était quoi les attentes, qu'est-ce qui a été fait, où qu'on n'est pas content, puis ce à quoi on s'attend. Et il doit y avoir un suivi qui est fait par la suite. Mais à ce niveau-là, on est vraiment dans un niveau de discussion. Si ça marche pas, bien, il faut qu'il y ait une deuxième entrevue. Et là, on va mettre l'accent sur les raisons pour lesquelles le problème n'a pas été résolu. Il faut essayer d'écrire des solutions au problème. Quand je parlais de la documentation, c'est encore une fois fondamental. Il faut obtenir l'engagement de l'employé d'atteindre les normes et il faut noter dans le dossier de l'employé et un suivi doit être fait. Et autant que possible, quand vous avez ces rencontres-là devraient toujours pas être avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est jamais juste le superviseur avec l'employé. Habituellement, il faut que soit que tu aies quelqu'un des ressources humaines ou un autre superviseur, mais il faut que tu aies un témoin là-dedans qui montre que finalement, les démarches que je vous mentionne ici sont faites correctement. Et finalement, l'absence payée, donc un peu la suspension que je vous mentionnais, c'est possible de le faire, mais encore une fois, selon les conditions qu'on a mentionnées précédemment. Pour les appels, c'est important qu'il y ait aussi une gradation. Donc, l'employé, en premier, peut retourner voir son superviseur en lui disant « Écoute, bon, est-ce que tu peux reconsidérer? » Si ça ne marche pas, ça peut monter d'un échelon. Et là, à ce moment-là, ça va être le directeur de l'unité administrative. Si c'est maintenu, ça peut monter au niveau des ressources humaines et si c'est maintenu, ça peut même aller au niveau des cadres hiérarchiques. Ce n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut complètement. Par contre, c'est important qu'il y ait au moins un minimum, une gradation pour permettre aux gens d'être écoutés au niveau de la procédure d'appel. Et lorsqu'on parle de la procédure d'appel comme telle, bien, le comité doit être composé d'un nombre équivalent d'employés et de cadres. Donc, ce n'est pas juste des cadres. Il faut que d'autres employés soient présents pour donner le point de vue. Il faut que les employés soient choisis à partir d'une élection qui est annuelle. Donc, ce n'est pas les employeurs qui décident qui va être sur le comité, mais c'est les employés eux-mêmes qui vont le décider.
Les cadres sont retenus à partir d'une démarche de rotation annuelle. Ce n'est pas toujours les mêmes qui sont sur ce comité-là. Puis le comité de relations avec les employés fonctionne de la même façon qu'un jury. Donc, on doit analyser les faits, on doit voir qu'est-ce qui se passe, on doit délibérer, on doit prendre une décision, puis suite à ça, bien, on doit appliquer cette décision-là. C'est donc pas des exercices qui sont faciles. Par contre, c'est des exercices qui doivent être faits de façon rigoureuse si on veut que ça respecte l'ensemble des bonnes pratiques, mais également, si jamais il y a des contestations, qu'on soit en mesure de démontrer qu'on a fait les choses correctement.